Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 7, la 4e de couverture. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel. Alors la 4e de couverture, au cas où, je rappelle, c'est pas le dos. Le dos, c'est le dos du bouquin. La 4e de couverture, c'est la page de couverture qu'il y a derrière. La première de couverture, c'est la couverture que vous avez face à vous. La deuxième, c'est l'intérieur de ça. La troisième, c'est l'intérieur de la fin de la couverture. Et le quatrième, c'est là où il y a ce qu'on dit, entre guillemets, le résumé. Mais évidemment, c'est pas un résumé du bouquin, parce que sinon, ça vous spoilerait dans les grandes largeurs, et ça n'en est pas un. Alors, on va parler de la 4e de couverture de façon assez technique. Déjà, c'est quoi exactement, du coup, si c'est pas un résumé? Et en fait, ça sert à quoi? Alors déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dans une 4e de couverture? On a généralement quand même une forme de résumé, ou en tout cas un texte qui est censé... Je dirais que la fonction pour moi, la 4e de couverture, c'est ce qui passe juste après la couverture. Le premier contact qu'on a avec un livre, c'est la couverture qui accroche le regard, ensuite on retourne pour regarder ce qu'il y a derrière. Et le rôle de ce bout de texte, en fait, c'est à la fois de nous informer sur quel genre de texte, qui est l'auteur, qu'est-ce qu'on a en gros entre les mains, et de donner envie de le feuilleter. Je pense qu'au moins sur ça, on est d'accord. Après, je sais pas pour vous dans votre expérience, mais par exemple, il y a une question qu'on m'a pas mal posée du côté des jeunes auteurs ou des aspirants auteurs, donc tout de suite, t'as la réponse. C'est, par moment, c'est moi qui l'écris à la base, et après on la corrige avec l'éditeur. Par moment, c'est l'éditeur qui propose, et ensuite, quand même, en général, on corrige. Mais si vous vous sentez pas, notamment que vous avez un premier contrat de publication et que vous dites « Ah, mais je sais absolument pas ce que je peux mettre dans ma 4e de couve », aussi, par moment, il y a des éditeurs qui me posent la question « Est-ce que tu préfères, toi, proposer un truc ou est-ce qu'on en propose un, quoi ?» Enfin, c'est pas forcément l'auteur du roman qui écrit la 4e de couve. Et en général, voilà, ça se passe bien quand même, ça se passe toujours dans des discussions et tout. Surtout si vous avez un éditeur sympa, ce que j'espère que vous avez, ou que vous aurez. Je sais pas toi Mélanie, mais moi en traduction c'est quasiment toujours moi qui les ai faites parce que l'éditeur dit bah c'est quand même toi qui connais le bouquin le mieux, et c'est vrai que quand on traduit on lit à un degré que même l'auteur ou autrice ne lit pas. Pareil, effectivement, des fois on me propose de la faire, mais il m'est tout à fait arrivé de dire de temps en temps bah là je le sens pas trop, et c'est directrice d'ouvrage qui a pu la faire. Moi ça m'arrive, elles me viennent souvent à un moment dans l'écriture, c'est assez marrant, il y a un moment dans l'écriture où je l'ai. Je sais pas, j'ai atteint une certaine masse critique sur le bouquin, j'ai suffisamment d'envergure où j'ai passé un point vraiment critique et vraiment important dans la narration. Et du coup, la 4e de couverture, je la vois, je le sais, je prends 20 minutes pour l'écrire et je la... Alors évidemment, la maison d'édition valide toujours. Et du coup, ça m'arrive de temps en temps, ma directrice d'ouvrage, elle voit débarquer une 4e de couverture pour un bouquin en cours d'écriture dans sa boîte aux lettres. Je fais bon, ok, d'accord. Et on en discute parce que évidemment, ça passe entre les mains de la maison d'édition, ça relève quand même du commercial. Il est tout à fait pertinent et judicieux et légitime que la maison d'édition passe sur quelque chose qui relève quand même de l'emballage commercial du livre. Mais alors du coup, je suis intriguée. Ça vous est souvent arrivé de les faire, les 4e de couverture? Parce que moi, je ne l'ai fait que 2 fois. Une fois, la demande de l'éditrice qui était Léa Siol aux éditions de l'Oxymore pour Serpentine. Pour mon dernier livre, L'année suspendue, c'est moi qui ai suggéré quelque chose à l'éditeur volontairement, mais sinon, c'est presque systématiquement l'éditeur qui l'a fait, et je pensais que c'était la manière de procéder la plus commune. Moi, dans mon monde, c'est limite l'inverse, en fait. C'est beaucoup plus moi qui en propose ou qui en fait. En tout cas, on propose d'en faire. Lionel, je sais pas. Moi, ça m'arrive que la directrice d'ouvrage souvent me dit, quand je vais pas forcément avancer dessus, me dit tu veux la faire ou je la fais? En fait, pour mes premiers bouquins, c'est pas moi qui les ai faites. Pour le premier Léviathan, l'éditrice s'était mise en tête de me former à le faire, ce qui était plutôt cool. Et j'ai bavé des ronds de chapeau, mais comme jamais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu quelque chose comme, sans mentir, 15 allers-retours sur le truc. Je pouvais plus voir le truc derrière. J'avais juste fait tout ce que je pouvais imaginer faire, et à un moment elle me disait non, ça va toujours pas, recommence. Si vous imaginez ces trucs un peu comme dans les films de kung-fu où le petit scarabée il fait 200 fois le même geste alors qu'il a l'impression toujours de faire le même truc et on lui fait recommence. Ça a vraiment l'impression de faire ça. Mais du coup, comme j'ai appris, bah je me suis mis à les faire un peu de moi-même en me disant bah puisque maintenant je sais les faire, autant proposer des trucs. Mais c'est vraiment toujours la maison d'édition qui propose de dire bah tu veux la faire ou je la fais. Il m'est arrivé effectivement de dire ouais non là je le sens pas forcément trop. Alors en fait c'est dans les éditions grand format qu'on me propose de le faire. Dans les éditions poche on me la propose, évidemment on a toujours son mot à dire sur ce truc là, mais en poche on m'a pas forcément sollicité pour les faire, on m'a proposé des trucs, bah ça m'allait toujours quoi. J'avoue
En ce moment, comme j'ai quand même beaucoup de boulot et que je suis un peu un labour, je suis pas contre de pas avoir à le faire, mais bon. Donc globalement, c'est plutôt les éditions poche en général. Moi, j'ai eu tendance à ce qu'on le fasse, c'est en grand format, on me propose, mais c'est toujours en collaboration. Mais en poche, ça peut être repris aussi. Moi, je parlais de Serpentine. Ce qui m'étonne, c'est que ça a été repris à chaque édition du texte à l'identique. Et que par contre, les autres éditions poche, on a créé une nouvelle 4e de couverture exprès pour ça. Mais je voulais juste rebondir en disant, moi j'ai tendance à préférer ne pas le faire. Je suis pas sûre qu'on soit la meilleure personne pour parler de son texte sur quelque chose qui a quand même une visée commerciale, entre guillemets. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que pour Les Dieux Sauvages, l'éditeur et la directrice éditoriale me disent t'es quand même celui qui connaît le mieux ce projet de fou furieux. C'est vrai. Cela dit, je suis d'accord avec toi, le fait de bien connaître un projet ne nous rend pas forcément mieux placés pour bien le vendre. Parce que c'est pas la même compétence, quoi. Après, il y a aussi des choses qui aident, et moi j'aime bien donner mon avis, notamment parce que mine de rien, quand on est en année normale, donc j'espère qu'on va y rester, je tourne pas mal en festival, donc je parle beaucoup par exemple de mes livres avec les lecteurs. Et je vois mine de rien ce qui accroche, ce qui va leur parler, ce qu'ils vont trouver pertinent pour parler de tel ou tel livre aussi. Et je pense que c'est un regard qu'on peut avoir qui est pas tout à fait le même que le regard de l'éditeur, qui peut être vraiment complémentaire. Et j'ai pris un peu plus d'assurance au fil des années là-dessus. Après, si vous voulez bien, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on va aborder. Parce que pour les aspirants auteurs qui nous écoutent et qui disent « Mais si moi un jour je dois donner mon avis, qu'est-ce que c'est une bonne 4e de couverture ?» En fait, c'est un équilibre à trouver. Et surtout dans le roman adulte, c'est aussi par moment d'accepter de sortir des sentiers battus. Un truc que j'ai un peu remarqué au fil des années, c'est que mine de rien, y a des romans pour lesquels on est vraiment sorti des 4e de couve très sages qui présentaient bien en gros l'univers, le roman avec le petit teaser à la fin, quoi. Donc où se passe le roman, avec qui, quel genre, petit teaser à la fin. Donc ça, c'est le basique. Et après, ça fonctionne aussi. Mais mine de rien, d'avoir par exemple des 4 de couve qui a un peu plus le style du roman, quand le roman est dans un style un peu enlevé et tout, d'essayer de donner aussi ce style en 4e de couverture. Je pense par exemple, 4e de couve d'un éclat de givre, il y a un peu ça déjà, mais même si on pouvait aller plus loin. Ou pour les 4e de couve des 2 Bohènes, enfin surtout des Seigneurs de Bohène qui était le premier, donc mon roman Les Seigneurs de Bohène. L'essentiel du roman est à la 3e personne, mais il y a des intermèdes à la 1re personne, donc d'une femme qui a été témoin des événements et qui ont un style très conteur en fait. Donc quelque chose qui fait justement, qui donne cette dimension pour moi de conte, de mythe à cette histoire. Et en discutant avec mon éditeur, au final on est parti sur finalement une 4e de couverture qui reprenait un morceau de ce passage à la 1re personne, qui reprenait vraiment ce côté 1re personne du roman, et non pas un 4e de couverture plus classique à la 3e personne. Et il y a quelques lecteurs d'ailleurs qui m'ont demandé pourquoi ce choix et tout. Surtout sur le premier, sur Les Seigneurs de Bohène, quand je l'ai repris sur Les Révoltés, j'ai plus de questions. Je pense qu'aussi, mine de rien, le monde littéraire s'habitue peut-être à des 4e de couverture un peu plus originaux, on va dire, surtout en littérature adulte. Mais finalement, voilà, cette 4e de couve qui donnait moins, le détail concret du roman donnait peut-être plus finalement l'atmosphère, l'ambiance, le projet quelque part du livre. Et donc c'est toujours un équilibre à trouver, pareil aussi en fonction du genre dans lequel vous écrivez, des tranches d'âge aussi. Je veux dire, quand on fait de la série pour 9-12 ans, forcément on va faire des 4e de couve a priori moins expérimentales que quand on fait pour un public adulte ou ce genre de choses. Mais entre des choses très basiques, des choses qui vont peut-être aller un peu plus loin, entre donner un peu d'éléments mais pas trop. Et surtout, c'est aussi, par contre, ce que pour moi il ne faut jamais perdre de vue, c'est surtout donner avant tout l'ADN du roman au lecteur, en tout cas ne pas mettre de fausses pistes, comme sur l'illustration de couverture en fait. Éviter au maximum toutes les fausses pistes pour toucher le bon lecteur pour le bon livre. Tu veux dire donner des fausses pistes comme les 4e de couverture de la série des Princes d'Ambre chez Présence du Futur jadis, avec des 4e de couverture surréalistes qui n'avaient rien à voir avec l'histoire dans certaines des éditions. Ah, j'ai pas souvenir de ça, tiens. Ah, j'essaierai je vais voir si je peux essayer de retrouver ça. Puis alors la 4e de couve des Bohènes, elles sont vraiment hyper cool. Et effectivement, quand tu dis donner l'ADN du projet, utiliser des passages un peu narrés dans le style du bouquin, c'est vachement cool et elles sont vraiment excellentes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as touché le truc exact sur le fait que il faut en gros donner ce qu'est le projet, évidemment sans le dire.
fait, finalement, mais là, je vais entendre tel Obi-Wan Kenobi voyageant vers Alderaan, des millions de voix hurler et puis s'éteindre aussitôt. Je pense que la 4e de couverture, en fait, c'est un exercice qui est assez voisin du synopsis et du pitch, en fait. En tout cas, dans sa version classique, c'est un peu le même exo, en vrai. Il s'agit de donner un début, une accroche, donner envie. Alors, c'est moins référentiel. Dans un pitch fait à un éditeur, on peut s'appuyer plus sur des références, même si les 4e de couverture le font, mais on a affaire à quelqu'un qui est un ou une professionnelle du livre, donc on peut aller peut-être plus vite sur certains trucs et aller plus droit au but, et en plus, dans le cas d'un pitch, on a beaucoup moins peur de spoil, de divulgacher, pardon. Avec le lectorat, il faut quelque chose d'un peu plus commercial, mais au fond, pour moi, c'est un peu le même exo. Je suis navré, je dis ça pour notre auditoire. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Lionel sur ce coup. Oui. Comme quoi, on a encore des désaccords. Hein. Ouais, même en saison 7, c'est beau. Ouais. Je vois par moments la frustration un petit peu de jeunes auteurs, dont c'est le premier 4e de couve, qui disent oui, mais là, on parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Et une 4e de couve, on peut même ne pas parler de certaines choses presque essentielles dans le livre, du moment qu'on donne le bon feeling, du moment qu'on dit quand même quel genre de livre, en gros, le lecteur peut s'attendre à lire. Alors que pour moi, un pitch, il y a quand même des éléments essentiels à donner, parce qu'un pitch, c'est quand même une base claire sur laquelle on va baser une relation pro avec un éditeur. Donc c'est pas la même chose. Et dans une 4e de couve, il y a des éléments plus essentiels qui peuvent être laissés de côté. Je suis d'accord avec toi, en fait, dans ma tête, en disant pitch, je pensais l'elevator pitch. C'est-à-dire le pitch en 20 secondes. Parce que la 4e de couverture est courte, quoi. Oui, voilà. Disons limite, en fait, être plus proche de ce qu'on va dire en festival, par exemple, pour un lecteur. Tout à fait. J'ai souvent utilisé, moi qui suis pas douée justement pour vendre mes bouquins à l'oral face à un lecteur qui me dit bonjour, c'est quoi ce que vous faites. J'ai souvent recouru au 4e de couve. J'ai ce cas particulier que la plupart de mes livres étant des recueils. Ça se fait pas de la même manière que pour un roman, dans le sens où il peut pas y avoir de résumé. Donc en gros, soit on fait un texte qui présente, qui donne une atmosphère générale du texte, soit ce que moi j'ai toujours adoré dans les 4e de couve des recueils, avoir une petite phrase qui parle de chaque nouvelle. Pour se dire, ah bah j'ai tel texte dans un salon de tatouage, tel texte parle de concert, une phrase pour chaque. Et quand un lecteur me demande c'est quoi votre livre ou par quel livre je commence, en général je les oriente vers la 4e en disant, bah voilà, vous aurez peut-être une petite idée de ce qui va vous parler en premier. Je rebondis à partir de là. Ça m'a régulièrement sauvé la vie en salon, donc je suis tout à fait d'accord que pour moi ça a la même fonction. Et donc voilà, pour les auteurs qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément à l'aise en salon, qui savent pas encore trop quoi faire, vous avez la technique Mélanie Fazi. Merci Mélanie. Faites-vous faire des 4e de couverture qui déchirent, ça va vous sauver la vie. Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant. Et je remercie ma directrice éditoriale et tous mes éditeurs de manière générale pour les 4e de couverture qu'ils ont fait, parce que c'est vachement intéressant de voir. Moi, j'adore découvrir les couvertures, les illustrations, les 4e de couverture, pour voir en fait ce qu'il est resté du projet. D'autant plus chez les gens qui sont censés le vendre, et de voir ce qui les a marqués comme étant pertinent pour rendre le projet accessible à un public qu'on va espérer vaste et planétaire, bien sûr. Mais globalement, je pense qu'il s'agit un peu toujours de revenir à amis lecteurs ou lectrices, pourquoi est-ce que ce bouquin est important et pourquoi est-ce qu'il est susceptible de te plaire. Donc en gros, il y a un aspect narratif. Alors après, quelle que soit la manière dont on le prend, mais il y a un aspect narratif, typiquement avec éventuellement un ou des personnages, des enjeux, et en quoi ça va être intéressant ou compliqué, où sont les complications intéressantes. Ça, c'est pour la forme classique, hein, bien sûr. Mais en gros, c'est une mini-narration, quelque part aussi. Hein. Et juste un petit truc en plus, dans ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais encore tout bébé autrice, et donc je vous le dis maintenant, auteur, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, parce que votre avis est pertinent. Ça ne veut pas dire que votre avis doit être suivi comme la vérité révélée ou tout ça, mais vraiment, quand on est jeune auteur, qu'on débute, que c'est ses premiers bouquins, par moments on se dit non, mais les autres savent mieux que moi, même si on a un gros doute et tout, et par moments suivre son instinct, poser une question, ça peut vraiment permettre d'améliorer une illustration, un 4e de couverture, et c'est hyper important pour la vie d'un livre. Et vous pouvez simplement permettre à votre éditeur de se poser une question qui se serait peut-être pas posée sans vous. Ne laissez pas passer un 4e de couve dont vous vous dites non, je suis pas sûr que ça ressemble à mon bouquin, je suis pas sûr de l'assumer, parce qu'après ça va rester à vie sur le livre. Si vraiment vous le sentez pas, essayez au minimum d'en discuter. Petite citation pour terminer. Le plus triste résumé d'une vie comporte 3 descriptions. J'aurais pu, j'ai failli et j'aurais dû. Louis E. Boone. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.